Très bien. Écoutez, bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur les données de santé, organisé dans le cadre du CIRIC de l'Institut Curie. Moi, je suis Elisabeth Hess, je suis en charge de la coordination du CIRIC à l'Institut et je suis accompagnée ce soir par Dominique Stopaglione, qui est directrice du département de génétique à l'Institut Curie, qui est également en charge de la commission institutionnelle d'éthique et du groupe de démocratie en santé du CIRIC. Et une fois n'est pas coutume, nous accueillons notre oratrice à distance, puisqu'elle se trouve à Toulouse ce soir. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuelle Rial-Stibag, qui est juriste, directrice de recherche INSERM et qui est également enseignante associée en droit de la santé et bioéthique à la faculté de Toulouse. Avant de démarrer, je voudrais faire un petit rappel, simplement pour vous dire que cette série de webinaires est organisée dans le cadre d'une réflexion menée par le groupe de démocratie en santé du CIRIC, une réflexion sur la portabilité des données et plus précisément sur l'implication des patients dans l'utilisation de leurs données génomiques. Donc, l'objectif de ces rendez-vous réguliers, puisque nous nous rencontrons tous les mardis d'octobre, l'objectif de ces rendez-vous est donc de montrer la complexité qui entoure l'utilisation des données de santé. Et l'idée au travers de ces rendez-vous, en quelques mots, c'est de sortir, d'essayer de quitter ces visions un peu simplistes, par exemple le tout protectionnisme ou le partage à tout crin, ou encore l'idée que la donnée résout tout. Donc voilà pour le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est également d'ouvrir un espace de dialogue avec vous. On est dans un contexte de démocratie en santé, et donc les questions, les remarques, les suggestions sont bienvenues, et Dominique vous en dira quelques mots avant de démarrer ce webinaire. Et voilà, donc les questions autour des données de santé sont aujourd'hui centrales dans un cadre de recherche et également dans un cadre de soins, en particulier dans le domaine de la cancérologie. Et on espère que cette série de webinaires éclairera ce domaine. Les 4 webinaires que nous organisons au mois d'octobre ont été mis en place par un petit groupe de travail qui comprend José Fernandez, qui est directeur des données à l'Institut Curie. Également, nous avons eu la participation d'Astrid Lang, qui est déléguée à la protection des données à l'Institut Curie et qui est également responsable de la sécurité des systèmes d'information à l'Institut. Nous avons eu l'aide de Catherine Bourguin, donc, qui était l'oratrice de la semaine passée. Catherine est directrice de recherche INSERM, généticienne et sociologue, et directrice du SPERMES 3. Voilà, nous avons également eu l'aide d'Ambre Agnera, que vous ne voyez pas, mais qui nous aide sur les aspects techniques, et Dominique et moi-même avons participé. Voilà, je pense que pour cette introduction, c'est tout. Dominique, je te donne la parole. Oui, bonjour à tous. Juste quelques éléments peut-être un peu techniques ou de règles du jeu pour ce webinaire. Donc, nous partons avec Emmanuelle Rial-Stibag, une vingtaine de minutes de présentation. Pendant ce temps, donc, on vous recommande d'être sur mon micro coupé et également caméra coupée, fermée. Mais vous pouvez poser des questions sur le fil de la conversation. Et donc, on prendra à l'issue du séminaire. Donc, et puis après, deuxième partie, le même temps, 20 minutes de discussion où vous pourrez poser vos questions, mais aussi faire vos commentaires. Et donc là, il faudra rallumer ou pas votre caméra, enfin réouvrir comme vous le souhaiterez, et puis ouvrir votre micro au moment d'intervenir. Et pour intervenir, merci donc de lever la main pour qu'on voit votre... Et puis donc le dernier point, donc c'est enregistré avec l'idée de pouvoir ensuite être réécouté, enfin, si vous nous réécoutiez, donc je mentionne cet enregistrement. Donc si vous ne souhaitez pas être enregistré, c'est très simple, vous coupez votre caméra. Éventuellement, vous utilisez un pseudo pour vous connecter, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Emmanuelle. Bien, eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation à présenter à ce séminaire. Alors, je vais tenter bien sûr de partager mon écran. Voilà, alors bien sûr, je suis sur la dernière diapositive, donc ça ne tombe pas vraiment bien. Voilà. Alors, comme je ne vais quasiment plus vous voir, il faudrait juste me confirmer que ça fonctionne bien.
Parfait. C'est bon? Voilà, très bien. Alors donc nous aujourd'hui, en complément donc des deux premières séances que nous avons eues pour ce séminaire, je vais donc essayer de vous parler un petit peu des aspects de protection autour de nos données et en particulier bien évidemment de nos données de santé. Alors, on a commencé, et Elisabeth et Dominique l'ont rappelé, vraiment on s'inscrit finalement, quand on parle de la donnée de santé aujourd'hui, dans une problématique qui vise à mieux utiliser, ou en tout cas utiliser de manière tout à fait correcte les données de santé, que ça soit au bénéfice du patient, comme c'est mentionné ici sur cette petite illustration, mais également dans le cadre du bien commun. Et en fait, on voit déjà poindre une petite, non pas difficulté, mais en tout cas deux situations qu'il va bien falloir différencier, c'est-à-dire la façon dont on peut utiliser les données dans le contexte du soin et la façon dont on peut les utiliser dans le contexte de la recherche. Alors, ce qui est une évidence, et que vous avez probablement entendu depuis le début de ce séminaire, c'est que nous avons de plus en plus des données de santé qui sont produites dans le contexte soit médical, soit de la recherche. On parle même parfois de big data, de données massives, hein, ce sont des terminologies qui sont régulièrement utilisées, mais encore une fois, on ne peut pas les produire et ou les utiliser pour n'importe quoi. Hein. On a quand même un certain nombre de règles et un cadre qui permet de les utiliser de manière légale et bien évidemment de manière éthique, parce que vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter essentiellement le cadre juridique, mais ce cadre est bien sûr très influencé et en tout cas soutenu par un certain nombre de valeurs éthiques dont vous avez probablement discuté plus la semaine dernière. Alors, le fait qu'on soit dans un contexte de production de plus en plus exponentielle de ces données, ça engage malgré tout à des efforts supplémentaires, parce que ça veut dire plus de données, probablement plus de risques de porter atteinte à leur confidentialité et peut-être même plus de risques de mésusage. Donc, il y a vraiment des efforts qui doivent être faits en termes de transparence, en termes aussi de confiance dans les institutions qui vont soit produire, soit conserver, soit utiliser ces données. Et donc, ça implique également que nous, alors je me mets vraiment du côté des patients, parce que vous l'aurez compris, je suis juriste, donc je ne suis pas dans le corps médical. Bien évidemment, on a besoin d'avoir une information qui soit très claire sur le devenir de nos données. Et quand on est dans un contexte de production massive, ça pose un certain nombre de questions et il y a certaines limites bien évidemment, à cette information. Alors, il y a plusieurs malentendus que l'on va essayer de résoudre aujourd'hui, qui sont d'une part que la donnée de santé ne peut pas être traitée dans un bloc. Elle dépend, en tout cas son statut, dépend très clairement des finalités qui sont octroyées à ces données. Et puis, on va essayer de résoudre un malentendu très vite, qui est celui de la question de la propriété, parce qu'on entend très régulièrement moi je suis propriétaire de mes données, ou alors c'est l'institution qui est propriétaire de ces données, etc. Et puis on va dire clairement les choses d'emblée, c'est que la question de la propriété n'est absolument pas applicable aux données de santé. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on parle de données de santé, on ne parle pas de choses. Alors, vous savez, le droit, c'est très binaire. Hein, tout le monde a l'impression que c'est très compliqué, mais pas du tout. Dans le droit, on a deux catégories qui sont les personnes et les choses. Les choses sont appropriables, on peut les vendre, on peut les louer, on peut même les détruire parfois. Et les personnes, par contre, eh bien, elles ont des droits qui leur sont propres. Clairement, la donnée de santé, ce n'est pas une chose. Elle ne peut pas être, en tout cas, rentrée dans la catégorie des choses telle qu'elle est aujourd'hui qualifiée. Est-ce que c'est une personne? Alors là, c'est plus compliqué de répondre à la question de savoir si la donnée de santé est une personne, et il y a beaucoup de littérature sur la question. Je dirais que ce n'est pas complètement une personne, mais elle en a en tout cas certains attributs. Et quels sont, en tout cas, quel est l'attribut majeur qui concerne les données comme cela peut concerner la personne? C'est que la donnée, elle est couverte par les droits fondamentaux. Et clairement, les données de santé relèvent de la vie privée et à ce titre, donc elles sont un petit peu l'émanation des individus, eh bien, elles sont protégées par les droits fondamentaux. Et quand on a dit ça,
ça implique un certain nombre d'éléments. Ça implique déjà qu'on ne peut pas, normalement, les louer, les vendre, les détruire comme ça. En tout cas, il faut avoir un certain nombre de conditions à remplir. Et ça nécessite surtout qu'un certain nombre de ces droits fondamentaux soient respectés, au titre desquels, bien sûr, on va trouver une information, et notamment préalable, information préalable sur pourquoi on va stocker mes données de santé et qu'est-ce qu'on va en faire. Il faut pas toujours, et je reviendrai sur ce point, un consentement, mais en tout cas, si ce n'est pas un consentement, c'est à minima une non-opposition. Il faut s'assurer également de l'intégrité des données. Alors, l'intégrité des données, ça veut dire s'assurer de leur fiabilité, s'assurer qu'elles veulent bien dire ce qu'elles doivent dire. Et puis, je vais rappeler ici, je ne ferai pas beaucoup de rappels aux éléments très juridiques pour ne pas saturer en fait cette présentation, mais il me semble que quand même cette notion que l'on appelle l'autodétermination informationnelle, qui a mis du temps quand même à arriver en France, c'est une notion qui a été théorisée en Allemagne pendant ces dernières années et qui a mis un certain temps à arriver jusque chez nous, mais qui aujourd'hui est présente à l'article 1 de la loi informatique et liberté, qui est la loi qui régit le traitement des données en France, en complément bien sûr du RGPD, du Règlement général pour la protection des données. Et cet article 1 nous dit que les droits des personnes ont le droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel les concernant, et également permet ce droit à l'autodétermination informationnelle qu'un certain nombre d'obligations incombent aux personnes qui traitent ces données. Et là, on voit quel est exactement le cadre en fait de protection des données personnelles en France. C'est clairement celui des droits fondamentaux et vous le comprendrez, celui de la maîtrise en fait de nos données de santé. Alors, le RGPD, je viens tout juste de le citer, donc qui est donc aujourd'hui totalement en vigueur sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier qu'il a une double vocation. Et alors, il a bien évidemment la vocation de protéger les individus et les droits des individus sur leurs données personnelles. C'est bien sûr son objectif premier. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a un deuxième objectif qui doit être réalisé dans le RGPD, c'est la libre circulation de la donnée sur le territoire de l'Union européenne, ce qui implique que cette donnée puisse être partagée. Alors encore une fois, partagée dans des conditions strictes, dans des conditions qui sont respectueuses des standards juridiques et des standards éthiques, mais cette mission, en tout cas, est également celle du RGPD. Ce qui veut dire que le RGPD vise à clairement réaliser un équilibre entre ces deux objectifs qui parfois peuvent paraître un peu contradictoires. D'une part, une protection quand même, somme toute, exacerbée, et d'autre part, une volonté véritablement de soutenir, notamment pour la recherche, pour permettre que la recherche se réalise dans de bonnes conditions, une volonté de soutenir la circulation de la donnée personnelle, encore une fois, sous conditions. Alors, on ne peut pas faire l'économie de quelques définitions quand on est juriste, donc vraiment, je vais essayer de me limiter au strict nécessaire, mais ce qu'a apporté en tout cas le RGPD, c'est véritablement de nous donner une définition des données de santé. Jusqu'à présent, on n'avait pas de définition, que ce soit dans la précédente directive ou même dans le Code de la santé publique, on n'a pas de définition exacte de ce qu'on entend par données de santé. Et le RGPD a pris comme option, en tout cas, de définir les données de santé de manière extrêmement large, c'est-à-dire qu'une donnée santé, ce n'est pas uniquement une donnée médicale. C'est bien sûr une donnée médicale, mais ça peut être toutes les données médico-administratives qui sont associées à cette donnée médicale et qui potentiellement peuvent permettre de m'identifier. Parce que, encore une fois, le RGPD ne concerne que les données personnelles. Et j'en profite pour dire ici clairement qu'au titre du RGPD, est une donnée personnelle, une donnée bien sûr identifiante, où il y a votre nom, etc., mais également ce qu'on appelle les données pseudonymisées, c'est-à-dire les données qui sont codées, mais qui permettent toujours, d'une manière ou d'une autre, de réaliser une identification. Et ces données pseudonymisées tombent en fait dans l'escarcelle du RGPD. Les seules données qui ne tombent pas dans l'escarcelle, qui ne sont pas couvertes par le RGPD, sont des données totalement anonymes. Et on le disait tout à l'heure, dans le domaine, par exemple, de la génétique,
on peut très clairement dire que les données ne sont jamais considérées comme totalement anonymes et donc tombent de manière quasi systématique dans l'escarcelle du RGPD. Alors, il y a un système un peu étrange, mais qui est aussi très symbolique concernant la protection de ces données de santé, c'est qu'elles sont considérées dans un pool avec d'autres données, comme les données relatives à la religion, les données relatives aux opinions politiques. Elles sont considérées, toutes ces données, comme des données sensibles. Ces données sensibles, elles sont frappées par une interdiction de traitement. Et vous comprendrez bien que ça n'a pas de sens, en tout cas pour une donnée médicale, qu'on ne puisse pas la traiter, puisque l'objectif est véritablement de recueillir ces données, de pouvoir les utiliser au bénéfice du patient. Donc, il y a bien évidemment des exceptions. Et concernant les données de santé, les exceptions concernent le suivi médical ou encore la recherche. Autre problématique concernant l'application du RGPD, c'est sur quelle base juridique peut-on recueillir ces données de santé. Alors, on a toujours l'impression que le Graal, c'est le consentement. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que les données de santé, je dirais qu'à titre principal, ne sont pas recueillies sur la base du consentement, elles sont recueillies sur la base d'autres bases juridiques qui sont autorisées par le RGPD, justement, comme le fait de pratiquer la médecine, de recueillir des données pour le suivi d'un patient. On n'a pas besoin d'avoir un consentement express. Idem pour la recherche, normalement, on n'a pas le besoin d'avoir un consentement express. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec des données de santé recueillies auprès des patients, quelle que soit la configuration, c'est-à-dire soit on est dans le principe général qui est le recueil avec une non-opposition, soit on est dans le principe particulier, c'est le cas de la génétique par exemple, où on est dans un recueil avec un consentement. Dans tous les cas de figure, il faudra une information préalable. Donc ça veut dire qu'il y a quand même toujours une manifestation de l'autonomie de la volonté. On n'est pas dans un no man's land pour le recueil de la donnée de santé, on est toujours dans une donnée qui est encadrée. En plus, on va dire bien sûr de cette base juridique, le RGPD a clarifié, alors ce n'était pas des droits nouveaux, hein, mais a clarifié, on va dire, la portée ou l'application d'un certain nombre de droits qui existaient auparavant et qui sont mentionnés ici, comme le droit d'accès. Donc, on a le droit d'accéder à nos données. On a le droit, une fois qu'on y a accédé, de demander une rectification si on estime qu'il y a des données qui ne sont pas, en tout cas, cohérentes par rapport aux données qui sont attendues. Donc, on a le droit de demander une rectification de ces données. On a un droit à l'oubli ou à l'effacement, et ça, j'y reviendrai. Il y a également une obligation qui est faite à ceux qui vont recueillir les traitements de données, qui est de limiter le traitement à ce qui est nécessaire et limiter le recueil des données à ce qui est nécessaire. Donc, on ne peut pas recueillir des données à tout va juste par curiosité. Il faut les enfermer, en gros, dans une finalité. On a également un droit à la portabilité, ça aussi on y reviendra, un droit d'opposition. Et puis, un nouveau droit qui est celui, entre guillemets, d'avoir une supervision humaine quand on est dans le cadre d'une décision automatisée, mais ce n'est pas l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi également retenir, c'est que le RGPD n'est pas uniquement la source et la seule source des règles de protection des données de santé en France. Le RGPD et la loi informatique et liberté doivent être lus en conjonction avec le droit de la santé et notamment notre code de la santé publique qui est plus que fourni en matière de règles concernant les données de santé. Je pense au dossier médical, je pense au fait qu'il est clairement mentionné comme principe général que toute personne a le droit d'avoir connaissance des données qui concernent sa santé, c'est un principe général. Et puis, je voudrais rappeler aussi un article qui est peu connu, ou en tout cas qui est peu commenté, qui concerne la question de la commercialisation des données de santé, parce qu'on va bien sûr y venir, et même si ce sera l'objet du prochain webinaire, il y a vraiment toujours cette question de savoir, si je suis propriétaire, bon, je vous ai dit qu'on n'était jamais propriétaire, mais pour ceux qui pensent qu'on puisse être propriétaire, eh bien, ça voudrait dire que je pourrais vendre mes données de santé ou que quelqu'un d'autre pourrait les vendre. Alors, je rappelle ici que c'est absolument interdit au titre
du Code de la santé publique et que surtout, c'est pénalement réprimé, c'est-à-dire qu'on peut encourir des peines d'amende, voire des peines d'emprisonnement si on contrevenait à ce principe d'interdiction de la commercialisation. Alors, juste, je voudrais revenir sur deux notions qui sont un peu nouvelles, mais pas complètement, parce qu'encore une fois, le droit à l'effacement, c'est quelque chose qui existait. Le droit à l'effacement ou le droit à l'oubli, en fait, c'est la possibilité de demander que les données personnelles soient effacées. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup concernant le déréférencement sur des sites Internet ou bien sur des moteurs de recherche. Et en fait, on a le droit, voilà, notamment, alors pour plusieurs raisons, et notamment si on n'est plus en accord avec les finalités initiales du traitement, on peut demander à ce que nos données soient effacées. Il existe un certain nombre d'impossibilités, c'est-à-dire de limites à ce principe au droit à l'effacement, et c'est notamment un motif de santé publique, le respect d'un délai légal. Alors, je rappelle que, par exemple, en France, on doit conserver, c'est le principe général, après il y a plein d'autres exceptions, mais pendant 20 ans, les dossiers médicaux. Donc, cette obligation légale fait obstacle à ce qu'on demande un effacement de ces données de santé. Et également, à des fins de recherche, on ne peut pas demander à ce que nos données soient effacées dans le contexte d'une recherche. Sauf si vos données ont été recueillies sur la base du consentement et que vous retirez votre consentement, bien sûr, à ce moment-là, ça impliquera potentiellement, je dirais, l'effacement de vos données. L'autre droit, c'est le droit à la portabilité. Alors, le droit à la portabilité, on en parle souvent, on en parle beaucoup, on a beaucoup parlé pendant la préparation d'ailleurs de cette séance. Et en fait, je ne sais pas s'il est complètement adapté au domaine en fait, de la santé. Tout simplement, d'abord parce qu'il concerne un certain nombre de données qui sont celles que vous avez fournies à un fournisseur. Donc, normalement, celles qui ont été produites par le fournisseur ne doivent pas complètement rentrer sous le coup de la question de la portabilité. C'est les données que vous aurez fournies. Le deuxième impératif du droit à la portabilité, c'est que lorsque vous allez demander une copie de ces données, il faut qu'elles soient envoyées par le responsable du traitement dans un format qui est lisible par une machine. Donc, ça veut dire à charge pour vous soit de les stocker dans un cloud, soit éventuellement de les transmettre à quelqu'un qui a le même système de lecture de ces données. Donc, vous le voyez, il y a aussi un certain nombre de problématiques techniques. Et il y a beaucoup de discussions, et je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, sur les différences potentielles entre le droit à la portabilité et le droit d'accès. Ce n'est pas toujours complètement clair, et notamment dans le domaine de la recherche, ce n'est pas tout à fait clair. Je dirais qu'en France, ce droit à la portabilité, il a quand même une dimension, à mon sens, assez limitée au regard de ce que j'ai présenté juste avant, c'est-à-dire au regard du fait que, quoi qu'il advienne, au titre du Code de la santé publique, nous avons tous potentiellement la possibilité de recevoir une information sur nos données de santé. Donc, ce principe, finalement, est un principe supérieur. Et ce que le droit à la portabilité pourrait résoudre comme question, c'est la question qui est financière. Parce que quand vous demandez, par exemple, une copie ou accès à votre dossier médical, vous le savez, vous avez un accès normalement qui est gratuit sur place. Mais si on doit vous fournir des photocopies, y compris d'imagerie, tout cela a un coût et il est supporté en fait par le patient ou par les ayants droit du patient si on est dans le cadre d'une demande qui est réalisée par les ayants droit. Alors, on va essayer maintenant de clarifier un peu rapidement, parce que je parle beaucoup trop, les trois contextes de production des données de santé pour là aussi essayer de vous faire toucher du doigt la différence de traitement de ces données en fonction de ses finalités. Quand on parle du soin, eh bien, on a quelqu'un qui va chez un professionnel de santé, qui va lui-même donc recueillir un certain nombre de données. Et en gros, en fait, le professionnel n'est jamais considéré comme étant le propriétaire de ces données, il en est simplement le dépositaire. Et donc, il lui incombe un certain nombre d'obligations qui sont liées d'abord au secret professionnel, à la confidentialité des données, à la confidentialité des fichiers. Donc, à charge pour lui, lorsqu'il réalise ce traitement des données de manière informatique, de remplir ses obligations. Ce qui ne veut pas dire que là aussi, il ne puisse pas les partager avec des tiers.
Et en gros, il y a des tiers qui sont autorisés à partager en fait des données, que ce soit à l'hôpital, donc dans une équipe médicale, que ce soit entre deux professionnels qui exercent en libéral. La loi permet bien évidemment, au bénéfice du patient, que ce partage de données puisse être réalisé. Il y a aussi la possibilité de faire figurer ces données de santé recueillies dans le cadre du soin et pour le soin dans un espace numérique. Alors, jusqu'en juillet dernier, on avait le dossier médical partagé. On n'a plus la possibilité de créer de dossier médical partagé depuis juillet dernier, puisque celui-ci va être remplacé à compter de janvier par mon espace santé, qui sera un espace numérique qui sera créé non plus sur la base du volontariat, comme était le DMP, mais qui sera créé de facto par les caisses d'assurance maladie directement au profit de l'ensemble des assurés. Et ça aussi, ça risque de finalement résoudre cette problématique autour de la portabilité, puisqu'on aura un dossier qui sera accessible, bien évidemment, sous condition, par tout le monde. Dans le contexte de la recherche, là, les choses se compliquent, bien évidemment, parce qu'on a plusieurs acteurs qui interviennent, et notamment des promoteurs, qui peuvent être des promoteurs industriels. Les promoteurs, ce sont ceux qui vont financer la recherche, piloter toute la partie administrative, et donc qui vont aussi supporter le coût et l'assurance pour ceux qui en ont besoin, pour les recherches qui en ont besoin. Et donc là, ici, dans le contexte de la recherche, le fait aussi que le promoteur investisse, encore une fois, en termes d'argent, en termes de risque, y compris juridique, dans la recherche, il est considéré comme étant le propriétaire des données. Alors, j'ai mis propriétaire entre guillemets parce qu'on n'est pas propriétaire au sens strict du terme, mais en tout cas, c'est lui qui en a la totale maîtrise. La loi prévoit que malgré tout, dans le contexte de la recherche, les individus peuvent avoir accès à toutes les informations de santé qui sont nécessaires pour elles au cours et à l'issue de la recherche, à leur demande, ça ne concerne que les données qui sont gérées par les investigateurs. Donc, vous voyez que les investigateurs étant des professionnels qui vont conduire scientifiquement le protocole. Et donc, vous le voyez, il y a vraiment une zone grise entre ce à quoi on a droit et ce à quoi on n'a pas droit, et notre capacité, en fait, en tant que participant à la recherche, d'accéder à ces données. On est dans une zone qui est clairement beaucoup plus floue que celle qui concerne le soin. Et puis, le troisième contexte de production, c'est les données autoproduites, alors avec des objets connectés, des applications, etc. Là, on se dit, mais à qui appartiennent ces données? Finalement, qui les conserve et qui peut potentiellement les utiliser? Et là, en gros, on va dire que c'est généralement couvert par les conditions de vente ou les conditions d'acceptation d'utilisation des outils. Quand on met en marche un iPhone, on accepte tout un tas de conditions d'utilisation. Mais je dis iPhone, ça peut être n'importe quel autre smartphone, bien sûr. Et là, moi, la première, je ne lis pas des conditions de vente ou des conditions d'utilisation. Donc, on ne sait pas véritablement, il y a une zone là, en fait, il y a une boîte noire, c'est plus qu'une zone grise, sur le devenir de nos données de santé qui sont collectées par le biais de ces applications. Et si jamais vous le souhaitez, je pourrais vous dire aussi quelques mots des modèles qui sont proposés pour les tests génétiques sur Internet, qui sont aussi, en fait, non pas encadrées par le droit de la santé, le RGPD, etc., mais qui sont très clairement couvertes par le droit commercial. Et donc, ça laisse beaucoup plus de latitude à ceux qui collectent ces données de les utiliser que s'ils étaient dans le système de santé, ce qui est assez paradoxal. Et la famille dans tout ça, parce qu'il y avait quelques questions au niveau des questionnaires concernant la famille. Alors, je vous rappelle, moi, je suis, entre guillemets, la personne source de mes données. Mes données sont considérées dans le cadre du colloque singulier comme étant des données confidentielles. Elles ne peuvent être partagées par le professionnel de santé qu'avec d'autres professionnels de santé. Et par définition, les membres de ma famille sont considérés comme des tiers. Et donc, le secret professionnel, leur est opposable. Alors, il y a bien sûr un certain nombre d'exceptions qui existent à ce secret vis-à-vis de la famille. Et c'est notamment le cas dans le cadre de la génétique, quand on a une maladie qui est considérée comme héréditaire.
à ce moment-là, il existe des procédures qui permettent aux professionnels de santé de délivrer en fait cette information aux apparentés à qui elle pourrait être utile, et ce dans des conditions extrêmement strictes, et que la loi d'ailleurs, loi de bioéthique votée au mois d'août de cette année, a bien sûr renforcé. Et pour finir, donc, je dirais qu'il y a quand même un certain nombre d'institutions qui chapeautent l'ensemble de cette production et de cet usage des données de santé avec différentes missions. Alors, je les ai un petit peu mises ici dans le désordre. Juste pour dire un mot, la CNIL, par exemple, et la CADA sont vraiment des institutions qui… Alors, la CNIL, elle va donner un certain nombre de lignes directrices, de pistes, de méthodologies, pour s'assurer, notamment dans le contexte de la recherche, que les données sont récoltées et utilisées de manière conforme au RGPD et au Code de la santé publique, mais elle a aussi un pouvoir de vérification et voire même de sanction. Alors, un exemple retentissant, en 2017, un chirurgien dentiste a été condamné à 10 000 euros par la CNIL, qui, elle, a des pouvoirs de sanction, ce qui n'est pas le cas de la CADA, par exemple, pour avoir refusé en fait de donner un dossier médical à un de ses patients au motif du secret médical, sauf que le secret médical n'est jamais opposable au patient, sauf les circonstances particulières. Donc vous le voyez, c'est quand même c'est rassurant de savoir en tout cas que certaines institutions peuvent en tout cas interférer en faveur des patients qui veulent avoir accès à leurs données. C'est la même chose pour la CADA. Alors là, vous avez une multitude. Donc, les avis de la CADA la commission d'accès aux documents administratifs sont consultables sur Internet. Il y a très, très régulièrement des décisions qui sont rendues en matière d'accès au dossier médical. La dernière en date que j'ai pu aller voir tout à l'heure, ça concernait une personne qui avait fait un test, qui avait donné son sang dans le cadre d'un don de sang et qui avait demandé à l'EFS d'avoir un retour sur les données biologiques qui avaient été produites. Et donc, il y a eu bien évidemment beaucoup de discussions à ce sujet. Et en gros, la CADA a expliqué que ça n'était pas au titre du droit de la santé, mais au titre de la transmission des documents administratifs et de la transparence de la vie publique, que l'EFS devait mettre à disposition ces données, bien qu'elles ne soient pas à visée médicale, mais qu'elles soient à visée, on va dire, de sécurité, puisque la façon dont l'EFS traite les prélèvements sanguins, c'est véritablement pour s'assurer en fait de la sécurité de ce prélèvement et non pas pour générer des données biologiques utiles pour la santé du patient. Et puis, vous avez ensuite des comités de protection des personnes qui vérifient, notamment dans le cadre des recherches, la pertinence du recueil des données de santé. Ils doivent d'ailleurs avoir en leur sein un spécialiste de la protection des données de santé. Il y a également le défenseur des droits qui peut être saisi en cas de non-communication d'informations médicales. Le Health Data Hub et son comité éthique et scientifique pour les recherches vise aussi à évaluer en amont en fait, les protocoles qui vont demander accès à des données qui sont stockées au sein du Health Data Hub. Et je dirais, n'oublions pas que quand même, en tout état de cause, la justice peut être saisie parce que de nombreuses bases juridiques existent pour pouvoir faire valoir ses droits en justice. Alors, je reconnais qu'il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, mais en tout cas, cette possibilité existe. Dans le futur, on sait que les enjeux, c'est vraiment la mutualisation des données de santé. On veut pouvoir les utiliser de plus en plus. On a des modèles expérimentaux que l'on dit in silico qui sont en train de se développer. Donc, on sait en gros que l'or noir du futur, ce sont vraiment les données de santé. On sait que celui qui sera le propriétaire sera celui qui en aura la maîtrise. Il y a aussi une volonté d'essayer d'organiser en fait ce partage des données à une échelle plus européenne avec en fait une proposition qui est actuellement une initiative qui est en cours en fait de constitution au niveau de l'Union européenne autour de ce qu'on appelle l'espace européen des données de santé et dont l'objectif est véritablement de pouvoir optimiser l'usage des dossiers médicaux au profit des patients avant tout, mais également, vous l'aurez compris, au profit de la recherche. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel.
C'est très riche. Alors, nous avons quelques questions. Alors, il semble que j'ai vu une question. Oui, une question sur la nature de la somme d'argent versée par les laboratoires à un patient qui collabore en répondant à des questions. Voilà. Par exemple, ça, sur sa maladie, son traitement, ses effets secondaires. Oui, alors en France, en tout cas, alors on ne parle pas de rémunération. En France, c'est interdit. On n'a pas le droit de rémunérer des personnes qui rentrent dans des protocoles de recherche biomédicale. Alors, le gros problème, c'est celui de la qualification de ces protocoles, c'est-à-dire s'assurer, quand on est en dehors en fait d'un protocole de recherche biomédicale, on a plus de possibilités, on va dire, de rétribution des individus. Mais si on est dans le cadre d'un protocole, vous êtes figé à Curie. On a quelques problèmes en fait de réseau. C'est très perturbant. Tu ne l'es pas. Dans un protocole de recherche biomédicale, on n'est pas rétribué, on a une indemnisation et cette indemnisation elle est plafonnée à 4 500 € par an. Et on a l'obligation, si on vous a donné ne serait-ce qu'un euro, de vous inscrire dans un fichier pour s'assurer que vous n'allez pas dépasser ce plafond. Si on est en dehors en fait de ce contexte qui est la recherche sur la personne, recherche interventionnelle sur la personne humaine, là il y a beaucoup plus de libertés qui peuvent être prises de la part des laboratoires et je dirais qu'il y a moins de capacité en tout cas d'encadrer et de sanctionner potentiellement cette rétribution. Je crois que voilà, ça se joue véritablement sur des enjeux de qualification. Voilà. Merci, c'est une réponse extrêmement claire. Et peut-être Jeanne qui avait posé la question, vous voulez peut-être la préciser le contexte dans lequel vous la posiez? Voilà, n'hésitez pas à revenir dans la conversation, à l'écrire. Voilà, alors quelques interventions. Je ne vois pas beaucoup de mains se lever. Pas de mains levées pour l'instant. On a essentiellement eu des discussions avant sur les précédents séminaires. Alors, peut-être moi, je profite de ce temps pour vous demander de revenir, parce que sur la portabilité. Et donc, ce que j'ai compris, je veux dire que je n'avais pas compris, c'est qu'en gros, la portabilité concerne les données pour lesquelles, qui ont été déposées finalement. Oui, alors, exactement. Il y a un lien voilà, entre dépositaire et portabilité. Voilà. Mais si tu peux préciser ce point. Alors, en fait, oui, alors bon, encore une fois, hein, vous savez, alors je vais dire je vais enfoncer une porte ouverte, mais le droit, c'est 3 phrases qui s'alignent les unes aux autres. Et ensuite, il y a l'interprétation qu'on en fait. Et la question de la portabilité, c'est une question qui suscite en tout cas un certain nombre de questions sur sa portée notamment et sur qu'est-ce que ça concerne. La lettre en fait du RGPD, c'est vraiment de dire ce sont les données que l'on a fournies sur lesquelles on a un droit de retour en fait, en tout cas de récupération. Est-ce que ça concerne, par exemple, des résultats qui seraient produits dans le cadre d'une étude de recherche? C'est pas clair. C'est pas clair. Il y a beaucoup de débats autour de ça. Il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur cette question et c'est pas complètement clair parce que finalement, il doit se conjuguer avec la notion du droit d'accès. Le droit d'accès, ça doit permettre aussi d'avoir une vision sur les données qui sont produites. Par contre, la portabilité, c'est le droit de récupérer encore une fois ces données. C'est autre chose. C'est une autre action. Et moi, je suis assez convaincue que ça a du sens de se poser toutes ces questions quand on est dans des pays qui opèrent juste au niveau du RGPD. Nous, en France, on a tendance véritablement à oublier très souvent qu'en complément des dispositions qui concernent la protection des données, on a du droit de la santé qui parle des données de santé. Et le code de la santé en France est très clair. On a droit aux informations qui sont relatives à notre santé. Et quand on regarde un petit peu d'ailleurs les décisions qui sont rendues par la CADA, voire par la CNIL, c'est un principe qui est très régulièrement rappelé
au bénéfice justement de la communication aux patients. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur le DMP, mais je l'ai vu passer, je ne l'ai pas lu. Oui. Jeanne, pourquoi le DMP est remplacé par, donc je crois que c'est l'espace de santé numérique. Les médecins ne veulent pas en entendre parler et ne s'y réfèrent pas du tout. Merci pour la réponse. La somme d'argent versée par le labo ponctuellement sur les réseaux sociaux. Ponctuellement sur les réseaux sociaux de patients, il y a des demandes de témoignages et on ne sait pas à quoi cela sert, sinon à la recherche. Bon, c'est un complément. Voilà, mais il y a une question sur pourquoi le DMP est remplacé. Alors, je vais vous expliquer très clairement pourquoi le DMP est remplacé. C'est parce que le DMP ne marchait pas. Parce que l'ouverture d'un dossier médical personnel reposait sur la seule volonté des individus, des patients. Et donc, je ne sais pas, les médecins n'avaient pas forcément leur mot à dire. Hein. En fait, ils sont gestionnaires du DMP. Hein. Ils ont un certain nombre d'accès en fonction d'ailleurs de leur qualification. Mais ça ne marchait pas. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on a essayé de renverser un petit peu la vapeur en disant, eh bien, si ça ne marche pas quand ça repose sur la base du volontariat des individus, on va directement leur créer un espace de santé qu'ils vont pouvoir ou non ouvrir. Alors là, ça reste un mystère, hein, parce que tout ça va rentrer en vigueur. Il y a déjà il y a 2 régions pilotes, dont la mienne, pour cette ouverture de l'espace de santé. Et donc, si moi, demain, je veux le faire, tout est déjà mis en place par la CPAM. Et donc, je pense que l'idée, c'est véritablement d'essayer d'apporter un bénéfice. On ne peut pas non plus dire que c'est juste intrusif ou que ça ne marche pas. Je ne sais pas ce que c'est un ENS. Il y a une question. Espace numérique santé. Ah, pardon. Voilà. Question civile. Donc, il y aura un espace numérique santé disponible pour tout citoyen. Et oui, normalement, c'est ça. C'est l'objectif. C'est que tout le monde puisse en avoir un. Ensuite, à charge de chacun de l'ouvrir parce que c'est chacun qui va l'activer. Qui le remplira? Je pense qu'une partie sera remplie par les données de santé, par les données qui sont à la disposition de la CPAM, mais je ne vois pas exactement. Et ensuite, qui le remplira? J'imagine que ce sera le même système que pour le DMP, c'est-à-dire chaque professionnel, en fonction donc de sa compétence. Vous savez, il y a un genre de matrice d'habilitation. Donc, j'imagine que c'est ce système qui va être conservé. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que ça. Je ne vois pas comment ça pourrait être complètement différent. En fait. On restera sur une base de volontariat pour l'ouverture. Oui, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas l'utiliser, je pense qu'il n'y aura pas de contrainte en fait. D'accord. Et c'est juste que on va nous en attribuer un directement. Oui, alors je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec la remarque qui vient d'être faite. C'est que il y a vraiment des résistances au niveau des professionnels de santé, ça c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a pu observer. La question c'est que moi je suis moins, comment dire, moi je pense que c'est un bon outil, voilà, pour le dire assez clairement. Moi je pense que c'est un bon outil. En revanche, il faut peut-être démontrer aux professionnels que c'est quelque chose qui va leur être utile. Oui, alors, mais ils ont peur de la fuite des données. Pas plus que les hôpitaux. Hein. Je vous rappelle combien on a eu d'affaires récentes concernant des hôpitaux qui se sont fait hacker, qui ont vu les dossiers médicaux des 3/4 de leurs patients diffusés sur Internet. En plus, dans un objectif vraiment de petite malveillance, c'est-à-dire ce sont des individus qui, la plupart du temps, essayent de montrer à quel point ils ont la capacité de craquer des systèmes d'information et donc de mettre à la disposition de tous. Alors, ils ont peut-être que les professionnels ont peur de la fuite des données et que c'est peut-être sur cet aspect de sécurité que les pouvoirs publics devraient les rassurer. Moi, je ne connais pas le niveau, on va dire, d'information
des professionnels de santé par les autorités publiques. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'il y ait un effort qui soit fait de ce côté-là. Après, je n'ai pas vu la suite de la question, je suis désolée, j'étais en train de vous répondre. Justement, les hôpitaux ont super peur du fuit, alors que la PHP se fait pirater. Et puis, je crois qu'on a identifié le pirate pour la PHP. Il me semble, non ? Oui, il a été identifié très rapidement. Qui était un jeune geek qui voulait faire ses preuves. Voilà, c'est ça. Et en fait, on a affaire à des... Alors après, il y a des degrés, comment dire, il y a eu d'autres affaires ailleurs dans le monde où il y a des systèmes de blocage aussi, des systèmes d'information contre rançon. Enfin, ça, c'est aussi assez monnaie courante, ça se sait pas trop, mais voilà, il y a plein de risques, on va dire, qui sont liés à la numérisation, qui ne sont pas uniquement des risques de rupture de la confidentialité. C'est inhérent, on va dire, à la mise en numérique de tout et des systèmes. Mais je pense qu'il va falloir effectivement, je suis bien d'accord avec vous, vous savez, ce que l'on est en train de discuter autour du numérique et des résistances des professionnels, on le voit aussi avec l'intelligence artificielle, on le voit avec tout ce qui est en train d'émerger. Il y a vraiment beaucoup de résistance du côté des professionnels et il va falloir quand même malgré tout trouver une solution pour pouvoir les intégrer en fait dans quelque chose dont on a l'impression qu'on ne va pas revenir en arrière en fait. Il y a une petite main levée. Alors, Monsieur Sarr. Oui, bonjour. Oui, c'est moi, c'est Cyril. Bonsoir Cyril, c'est un fidèle. Ouais, c'est plus facile de poser la question à l'oral que d'écrire en fait. En fait, moi, ce que j'ai vu avec le DMP, et je pense qu'on aura la même chose avec le NS, c'est qu'il y a certains professionnels de santé qui disent, moi, j'ai pas envie de mettre tes données de santé sur un système comme ça parce que j'ai pas envie. Imaginons que je sois atteint d'un cancer. Il dit, il n'y a pas de raison que ton dentiste ou que ton kiné soit au courant que tu as un cancer. À chaque praticien sa spécialité et il n'y a pas de raison de diffuser à tous les praticiens qui auront accès au dossier. C'est compréhensible, mais ça ne permet pas d'avancer évidemment pour la recherche et pour le big data health qu'on veut faire, quoi. Alors, actuellement, alors je suis allée re-regarder parce que je vous avoue que je l'avais un peu oublié. C'est ma fameuse matrice d'habilitation, c'est-à-dire la capacité d'accéder à des niveaux de données en fonction de son statut, de sa compétence et de son métier. Donc, il y a quand même un certain nombre d'informations qui ne sont pas partagées par tous les professionnels de santé. Donc après, l'exemple que vous donniez, je pense que c'est une information qui est partagée. Mais il y a ces fameuses matrices d'habilitation. Donc si jamais on pouvait travailler un petit peu plus sur ces matrices d'habilitation pour rassurer les professionnels, ça pourrait être aussi une solution qui permettrait d'avoir une meilleure utilisation de l'ENS. Pour moi, l'ENS, c'était une grande école. Et du coup, si je puis me permettre, un petit complément, est-ce que dans cette ENS, enfin cette version qui est en train d'être développée, est-ce qu'on a pris un peu l'avis de patients, avec des associations de patients, tout ça, pour savoir ce qu'ils en pensaient, ou c'est un truc purement administratif et avec des professionnels? Honnêtement, je ne saurais pas vous répondre, mais c'est une excellente question qui mériterait que j'aille regarder. Donc, ça pourrait être peut-être important vis-à-vis de leur ressenti. Et puis, voilà, comme justement il s'agit de patients, en général, les associations de patients, c'est pour des maladies assez, on va dire, des maladies chroniques ou des maladies rares et tout ça, ça pourrait faire sens. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous, mais je ne sais pas si ça a été fait. Merci. C'est un point très important. Moi, je pense qu'il faudrait interroger France Asso Santé, qui réunit un très grand nombre d'associations. J'imagine pas qu'il n'ait pas été consulté. Mais bon, on va regarder. Ça mérite que je jette un coup d'œil et peut-être je répondrai la semaine prochaine. Bien. Alors, il est 18h20. Qu'est-ce qu'on fait? On peut clore. Bon.
on clôt. Alors, vous allez. Alors, je reviens aussi vers vous, je vous reprécise qu'il y a un questionnaire auquel vous pouvez répondre. Si tu peux remettre son adresse, et qui est très précieux justement pour que vous puissiez reposer les questions que vous souhaitez, ou aussi, il y a un peu de place, je pense, pour des commentaires. Voilà. Donc, exprimez-vous. Et puis, donc, nous vous donnons rendez-vous. Oui, on peut aussi juste dire, on vous invite à visiter le site web du CIRIC, n'hésitez pas, on a essayé de mettre des compléments d'information en support à ces échanges, donc n'hésitez pas à aller voir et à commenter si vous le souhaitez lors des webinaires. Très bien, et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Pierre Lombral sur la valorisation des données. Très bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup Emmanuel, merci à tous. Au revoir. Merci, à À la bientôt. semaine prochaine. Merci, au revoir.